Salut et bienvenue dans Vivre à Rome. Oui, nous sommes en Italie cette semaine pour découvrir une des villes les plus riches culturellement d'Europe, pour prendre un beau bain de soleil. Ça fait toujours du bien et surtout pour vous donner plein d'infos pour préparer votre expatriation là-bas. Si c'est dans vos cartons, dans vos projets, on ne sait jamais. Notre guide est une Italienne qui a vécu très longtemps en France. Elle s'appelle Barbara Ricevuto, j'espère que je prononce bien, et elle a préparé plein d'infos sur Rome, rien que pour vous. Au sommaire également, les infos d'Artus et le replay de l'interview de la présidente de Rome Accueil, l'antenne locale de notre partenaire, la FIAF. Bienvenue à Rome. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey, sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Français dans le monde. Bonjour Barbara et welcome dans ce podcast. Bonjour Olivier, merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, grâce à toi, nous sommes à Rome, en direct pour cet épisode de Vivre à, donc Vivre à Rome. Tu vas nous guider pendant une demi-heure à peu près à travers cette magnifique ville, mais on aime bien en savoir plus sur notre guide avant de commencer la visite en général dans cette émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours ? Alors, je suis une Sicilienne, donc autant me dire que je suis un peu africaine, parce que la Sicile est juste en face de la Tunisie, pas loin, on y arrive en bateau. Et je suis une Sicilienne qui est partie assez tôt de la Sicile. On a vécu avec la famille dans plusieurs villes, donc Milan, etc., les États-Unis, et pour finir à Rome. Et ensuite, au fil des aventures de la vie, je suis partie travailler à Paris et je suis restée 25 ans. Donc, c'est pour cette raison que je me sens un peu française, moitié italienne, enfin européenne en gros. Et je suis revenue en Italie grâce à mon mari qui un matin s'est réveillé et a dit voilà, j'ai compris ce qu'on doit faire. Et je dis quoi? Il a dit on doit aller vivre à Rome. Lui est parti avant moi un an avant. Et ensuite je l'ai suivi avec les enfants. Et donc pour nous, ça a été vraiment un choix de vie. On a quitté un peu un climat, météo et autres qu'on vivait à Paris. Oui. Et on est venu dans cette ville du sud qui est Rome, parce que bien qu'elle soit au centre de l'Italie, Rome c'est un peu une ville du sud. Et voilà, donc quand j'étais à Paris, moi je suis designer de formation, industrial designer, et j'ai travaillé beaucoup en maison d'édition et agence de communication. Donc quand je suis rentrée à Rome, j'ai gardé certains clients étrangers, notamment au Moyen-Orient, pour lesquels je faisais du travail de communication et de marketing et de conseil. Mais après, au bout d'un certain temps, voilà, j'ai commencé à avoir envie de m'installer un peu plus et j'ai rencontré des Français ici et nous avons créé celle qui est devenue maintenant une start-up, une société qui s'appelle Weekend à Rome et qui travaille justement autour de la ville. Donc quelque part, je suis quelqu'un de très concerné par cette ville et on est au bout de 7 ans ici, on est tous encore très amoureux de la vie ici et de la richesse d'œuvres d'art que cette ville nous offre. Très bien. Alors, donc, quand on passe 25 ans à Paris et qu'on rentre au pays, c'est un choc au système ou c'est un retour aux sources, ou les deux? Alors, pour moi, ça n'a pas été un retour aux sources parce que bien que j'avais vécu à Rome, c'était pas ni ma ville natale, ni la seule ville où j'avais vécu. Mmh. Et quand je suis revenue, les amis que j'avais ici, chacun avait sa vie. J'avais ma famille, j'ai toujours ma famille, mais ça n'a pas été un retour aux sources parce que tout change. 25 ans, c'est une vie, c'est la moitié d'une vie, c'est un quart d'une vie. Et donc, on recommence tout à zéro. Et le fait aussi de revenir après une expérience à l'étranger, normalement, on recommence pas là où on est parti, on recommence à un autre endroit. Et donc, comme à l'époque, j'ai beaucoup d'amis étrangers ici et beaucoup d'amis français. Et donc, quand on arrive de Paris, pour répondre à ta question, on est un peu surpris. On a une petite sensation d'insécurité pendant quelques temps parce qu'on voit justement que ce qui était les règles auxquelles on était tous soumis, elles sont chamboulées, les gens font que. Et après, on commence à comprendre les logiques. Mais ça, c'est vrai partout dans le monde. Chaque lieu a des logiques
qui lui sont propres. Et il faut y vivre un tout petit peu pour les comprendre. Moi, j'avais la facilité de parler la langue, d'être italienne, bien que je suis en train de devenir française, parce que j'ai demandé la double nationalité. Je vais l'avoir bientôt, pour bon et loyaux service. Merci beaucoup pour cette petite introduction, Barbara. Très content de t'avoir avec nous pendant tout ce temps-là pour se balader dans Rome. On va démarrer la visite juste après un premier rendez-vous, les infos d'Artus. À tout de suite. Les infos d'Artus. Vivre à. Salut, c'est Artus. Rome, la capitale de l'Italie, est une ville dont l'histoire épique remonte à plus de 2500 ans. Fondée, selon la légende, par les frères Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ, elle est rapidement devenue le siège d'une civilisation puissante qui allait façonner le destin du monde occidental pendant des siècles. À son apogée, l'Empire romain s'étendait des îles britanniques à l'Afrique du Nord et de l'Espagne à l'Anatolie. Le Colisée, l'amphithéâtre emblématique de Rome, est le symbole de la grandeur et de la cruauté de l'Empire romain. Construit au 1er siècle, il pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs venus assister à des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux et d'autres spectacles grandioses. Le Forum romain, autrefois le cœur politique, religieux et commercial de la ville, est un site archéologique fascinant qui témoigne de la vie quotidienne dans l'Antiquité romaine. On peut y voir les vestiges de temples majestueux, de basiliques et de monuments dédiés aux dieux et aux empereurs. Le Vatican, la plus petite cité-État du monde, est situé au cœur de Rome et est le siège de l'Église catholique romaine. La basilique Saint-Pierre, chef-d'œuvre de l'architecture Renaissance, abrite les tombeaux des papes ainsi que la célèbre Pietà de Michel-Ange. La chapelle Sixtine, avec ses fresques magistrales peintes par Michel-Ange, est l'une des œuvres d'art les plus précieuses du monde. La fontaine de Trévi, une œuvre baroque spectaculaire, est l'une des attractions les plus visitées de Rome. Les visiteurs viennent jeter une pièce dans la fontaine en faisant un vœu et en espérant ainsi assurer leur retour à Rome. La Dolce Vita romaine évoque un mode de vie détendu et élégant, avec ses cafés animés, ses boutiques de mode chic et ses magnifiques places publiques. Se promener dans les ruelles étroites de la vieille ville, s'arrêter pour déguster un espresso en soirée, font partie intégrante de l'expérience romaine. En résumé, Rome est une ville où le passé et le présent se rejoignent harmonieusement, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable imprégnée d'histoire et de culture. Bonne visite et à bientôt. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Le groupe Vivre à Rome, s'il vous plaît. On se rassemble et on écoute. On s'y croirait presque. Ne manque plus qu'un parapluie ou quelque chose pour que les gens nous repèrent dans la rue. Une visite guidée des attractions touristiques essentielles de Rome. Voilà ce qu'on vous propose maintenant avec Barbara dans ce nouvel épisode de la série Vivre à. Et on commence par quoi, dis-moi Barbara? Qu'est-ce qu'on visite en premier quand on débarque à Rome? Alors, qu'est-ce qu'on visite en premier? Tout le monde visite le Colisée, Forum romain et Palatin. Bien sûr. Et les musées du Vatican. En réalité, nous, moi et l'équipe de Week-end à Rome, nous laissons nos clients choisir s'ils veulent faire les incontournables, qui sont le centre historique fait d'une certaine manière, Fontaine de Trévi, Place Navone, Place d'Espagne, etc. Ou bien se laisser guider à faire autre chose. Donc il faut savoir que quand on va visiter les lieux iconiques, donc les musées du Vatican, le Colisée, etc., on est toujours un peu dans la foule. Juste en basse saison, c'est-à-dire en janvier, février, début décembre, on est un peu plus tranquille. Sinon, on est toujours avec beaucoup d'autres personnes. Mais parce que c'est évident, au monde, il n'y a qu'un Colisée. C'est des lieux vraiment extraordinaires. Hein. Exactement. Ça, je cache pas. Hein. Et il y a moyen de s'isoler quand même, tu crois, à Rome un petit peu? Alors, pour les places iconiques, par exemple, Fontaine de Trévi, qui est juste une pure merveille, il faut se lever tôt ou sortir tard. Par exemple, le soir, après 11h30 le soir, la place se vide. Les touristes sont fatigués, ont marché toute la journée. On a juste un peu d'amoureux qui vont lancer la pièce, etc. Piazza Navona, idem. Donc, il faut pas hésiter. Se lever tôt, un matin, c'est pas grave, on se lève tôt pour aller bosser. On peut se lever tôt pour vivre la beauté extraordinaire de ces lieux. Parce que Piazza Navona ou Place Navone, par exemple, c'est un lieu, mais
fantastique. On a les œuvres de Bernini, de Borromini sur la même place, le baroque, on a les traces de l'ancienne arène des jeux. Et donc, Rome a ça de particulier que c'est même quand on visite une place baroque, en réalité, on voit les ruines, parce qu'on peut descendre sur la Piazza Navona, on voit les ruines romaines. Donc, c'est vraiment la stratification des siècles, c'est notre mémoire collective et c'est aussi le lien très fort avec la Grèce antique, tout ce que, parce que les Romains anciens ont eu cette capacité d'absorber cette culture, d'absorber les cultures autochtones. Par exemple, il y avait les Étrusques. D'ailleurs, à Rome, il y a un très très beau musée étrusque qui s'appelle Museo di Valle Giulia. Donc, les Romains, ils sont nourris de ces cultures, les ont remoulinées, reconstruites et nous les ont transmises parce que quand on regarde parfois des statues romaines, c'est des copies de statues grecques, plus anciennes encore de, je sais pas, 300, 400 ans. Donc, c'est une civilisation qui nous a reporté les civilisations antérieures et qui a su nous les communiquer. Donc voilà, pour visiter Rome, il faut pas hésiter de se lever, faut pas hésiter de venir nous voir. Mais il faut surtout avoir confiance si jamais on veut faire autre chose, de savoir qu'on verra quand même des œuvres majeures. Par exemple, si on veut ne pas être dans la foule dans les musées du Vatican, on peut aller au musée du Capitole. C'est le plus ancien musée au monde qui est sur le Capitole, donc on a vu sur les forums romains. C'est une place qui a été dessinée par Michel-Ange, donc on parle vraiment du grand art, et qui a été récemment rénovée, magnifique, très peu fréquentée, pas cher, et on peut prendre les billets sur le moment ou les acheter facilement sans se prendre la tête. Sinon, il y a un fantastique Palazzo Massimo, qui est à la gare Termini, donc on descend au métro Termini, en quelques minutes on y est, où on voit les fresques romaines. Il y a des pièces entières de fresques, donc on voit le niveau de civilisation de cette culture qui décorait le moindre recoin des dormes où c'était décoré. On voit les mosaïques, donc on voit où ils marchaient, c'est une pure merveille, et plein de sculptures, il y a des bronzes, etc. Donc c'est vraiment, il y a Palazzo Altemps, notre musée qui est juste à côté de Piazza Navona, un musée extraordinaire, rénové avec des statues colossales. C'est une merveille. Donc il faut pas hésiter un petit peu à voir autre chose. Il y a Galleria Borghese, mais de musées il y en a, mais des dizaines. L'un plus beau que l'autre. C'est vrai qu'on a l'image de Rome comme étant une ville très très riche culturellement, mais j'aime bien ton conseil, j'aime bien ton idée de commencer tôt ou alors finir tard, et puis pourquoi pas être en terrasse et manger une glace au milieu, non? Ça me paraît bien. Oui, absolument, absolument. Et puis se perdre, parce que c'est une ville qui garde encore beaucoup de vieilles boutiques avec des petits vieux tremblotants qui vendent la quincaillerie, tout ça en plein centre. Je veux dire, par rapport à Paris, par exemple, dont le centre historique et le centre, enfin la ville, désormais tout investi, soit par des chaînes, soit par des boutiques très chics, de marque ou gérées, ou alternatives. Mais enfin, il n'y a plus la petite boutique avec la vieille dame qui refait les fauteuils. À Rome encore, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais encore on trouve ça. Donc il ne faut pas hésiter à se balader, à sortir un petit peu, se laisser se perdre, parler aux gens, rentrer dans les endroits. Nous, on propose beaucoup de tours avec des habitants où on choisit un peu un profil d'une personne avec laquelle comme si c'était un ami qui nous recevait, avec laquelle on va visiter des quartiers où il y a des choses, ce ne sont pas forcément les choses majeures, ce ne sont pas forcément les attractions majeures, mais par exemple, on va visiter des galeries, on rentre dans des boutiques, je ne sais pas, il y a un monsieur qui fait les cadres, donc c'est un encadreur qui travaille beaucoup avec les artistes ou je sais pas, des petits bars un peu
parce que c'est une ville qui encore c'est pas laissée formater par la mondialisation. On y arrivera aussi ici parce que personne n'y résistera, mais on a encore quelques années devant nous de vie un peu plus libre. Donc c'est le moment d'en profiter, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, de profiter, mais de ne pas hésiter à éventuellement ne pas regarder, lire, voir tout ce qu'il y a sur les guides. Je pense que c'est une ville qui mérite aussi qu'on s'éloigne. Et c'est pas grave si on a vu que le Colisée de l'extérieur. Et après, on a passé, par exemple, quelques heures dans le quartier de Garbatel, qui est un peu à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de street art à Rome, dans certains quartiers périphériques, et qui est vraiment intéressant. Il y a plein de guides. Si on veut y aller seul, il y a plein de guides, ou sur Internet, on trouve des itinéraires. Et parce que comme ça, on rentre un peu en contact avec les gens aussi. On peut prendre des glaces dans des endroits où sont touristes, on peut tester. On mange beaucoup dans la rue à Rome, par exemple, donc faut pas hésiter à tester, essayer, demander aux gens du coin. Les gens sont toujours contents de donner des conseils. Alors justement, et puis, à propos de conseils, donc ça j'ai bien compris, tu le proposes pas mal à tes clients au travers de ton agence et de ton site web Week-end à Rome, et sans dévoiler trop de choses, hein, bien sûr, on en parlait quand on préparait cette émission tout à l'heure. Est-ce que tu as, toi, des coups de cœur, des bonnes adresses? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te poser à Rome, par exemple? C'est une terrasse, c'est la visite de quelque chose, tu prends un peu de hauteur, ton top 3 des choses que tu préfères faire à Rome? Alors, bon, il y en a pas 3, il y en a 10 000, mais parce qu'à Rome, moi, par exemple, j'aime beaucoup aller sur le Tibre. Eh ben, à propos du Tibre, il y a une très belle péniche qui s'appelle la Bahia, c'est une péniche à quai. On peut y aller même rien que pour boire un verre, c'est très sympa, ou pour dîner. Sinon, nous, on dîne beaucoup entre amis, on y envoie nos clients à la Trattoria Polese, qui est dans le centre, pas loin de Castel Sant'Angelo. Et c'est une trattoria familiale. Moi, je cherche toujours des endroits, dans la limite du possible, qui sont tenus par des familles qui appartenaient au père, au grand-père. C'est typique italien, le fait de transmettre son entreprise à ses enfants. Et par exemple, j'aime beaucoup traîner dans le quartier de Campo dei Fiori, mais c'est très touristique, mais je vais beaucoup parce que ma sœur habite là-bas, donc j'ai tous les bons tuyaux. Et je peux vous dire que par exemple un verre chez Vinic, en face du Palazzo Farnese, donc le siège de l'ambassade, s'impose. Et malheureusement aujourd'hui il y a les échafaudages. Sinon, aller manger la boulangerie à Campo dei Fiori. Il y a une boulangerie qui fait angle à côté d'un restaurant qui s'appelle la Carbonara, qui est aussi bon. Et dans cette boulangerie, vous rentrez, vous prenez juste la pizza rossa, rien que ça. C'est la pizza typique romaine qu'on donne aux enfants pour le goûter de l'après-midi. Sinon, vous pouvez aller prendre les souplis à côté de la rue du Pied di Marmo. D'ailleurs, c'est un endroit intéressant à voir parce qu'il y a un énorme pied sur cette petite ruelle avec un énorme pied en marbre qui est le reste d'une statue monumentale. Et voilà. Et sinon, nous avons récemment découvert les thermes romaines de l'hôtel Six Senses. Le Six Senses, c'est un hôtel 5 étoiles, magnifique, etc. Mais les thermes sont abordables et c'est vraiment les thermes romaines. C'est-à-dire, on a le calidarium, le frigidarium et le tepidarium. C'est-à-dire eau chaude, tiède et froide. On a la mame, le sauna. Et ça, on aime bien y aller, même entre amis. La typologie de bain, c'est un parcours de bain romain. C'est-à-dire, on rentrait d'abord dans l'eau chaude, on se prélassait, ensuite on passait à l'eau tiède, et ensuite on passait à l'eau froide. Et donc, c'est quelque chose qui réactive à la circulation et qui est très agréable à faire. Le tout dans une atmosphère super chic, très décontractée, etc. Donc, quand on a piétiné toute la journée, moi, je conseille Il y en a un autre qui s'appelle Acqua Madre,
On y va aussi. Très, très beau. Pareil, c'est des thermes. Là, on peut aussi avoir les massages, on peut avoir le scrub, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais quand on vient à Rome, on marche beaucoup. Et se découper 1-2 heures dans la journée, surtout en fin de journée, de relax, je trouve que c'est une bonne suggestion en tant que touriste. Non, je suis d'accord, c'est une bonne idée. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire à Rome, il y a énormément de choses à faire, c'est pas facile de résumer en quelques minutes, mais en tout cas pour l'instant c'est une bonne piqûre de rappel de ce qu'il faut absolument voir à Rome ou comment visiter Rome un peu autrement grâce à tes conseils. Et puis c'est pas fini, dans quelques minutes on va s'intéresser à tout le reste, l'aspect culturel, comment mieux s'intégrer, comment créer une entreprise aussi là-bas, toutes les questions qu'on se pose un peu dans chaque épisode, mais qui sont importantes pour mieux comprendre là où vous mettez les pieds en gros en arrivant. Mais d'abord, c'est la rediff, notre replay podcast avec notre partenaire la FIAF et Gauthier pour l'interview de la présidente de Rome Accueil. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. À Rome, ah là là, quelle jolie ville avec ses magnifiques bâtiments, ses délicieuses pizzas. C'est vrai que notre pays est très proche de l'Italie. Pourtant, on va vous donner quelques points de vigilance si vous comptez vous y installer. C'est avec la FIAF et Rome Accueil qu'on va échanger là-dessus. Marianne, bonjour. Bonsoir Gauthier. Bonsoir à tous. Tu as un vrai prénom français, hein, Marianne. Oui, alors mon prénom d'épouse est Munoz, mais mon nom de jeune fille est Rousseau. Donc là, franchement... Ah oui, il n'y a pas de doute. Et comment les Italiens disent Marianne ? Alors je leur prononce toujours Marianne, puisque le E se prononce E, parce qu'autrement c'est la catastrophe. Mais en fait, Mariana existe en italien, donc je me transforme souvent en Mariana. Tu es originaire de Charente-Maritime, tu vas y passer ton bac et ensuite des études de droit qui vont d'ailleurs pas réellement te servir. Tu rencontres ton futur mari, vous vous installez à Paris, arrive le premier enfant, puis 2 autres. Là, tu es dans le domaine du marketing. Tout ça pour 15 jours. Une possibilité de partir vous installer en Italie va arriver. Ça t'a vite plu l'idée d'aller vivre à Milan ? C'est moi qui ai poussé mon mari en fait à nous installer à Milan parce qu'il hésitait sur le fait que moi je vivrais à Milan et que lui vivrait à Padoue, donc à côté de Venise, et donc ça voulait dire que le quotidien ne serait pas ensemble et on s'y était toujours refusé. Mais l'attrait de l'expatriation a été plus forte que tout et donc nous sommes partis et nous n'avons jamais regretté cette décision. Tu m'as dit partir en Italie, c'est pas vraiment partir à l'étranger. C'est quoi ? T'es une vraie européenne convaincue pour me dire un truc pareil ? C'est certain. Mes enfants ont fait leurs études partout dans le monde, donc encore plus maintenant. Mais oui, je pensais que l'Italie, parce que j'y avais passé des vacances depuis toute petite, franchement, c'était pas forcément l'étranger. Européenne convaincue aussi. Mais bon, tout compte fait, c'était peut-être pas si facile que ça et c'était peut-être pas si proche de ce que je pensais à l'origine. Il y aura des différences quand même, on va en parler. 2021, vous vous installez à Rome. Ton mari, donc on le disait, bosse dans le nord à 45 minutes de Venise, Vicenza. J'ai essayé de le dire bien, ça va ? Vicenza, si. Installé à Rome en 2014. Ça. Et en fait sur les 2 villes depuis le 2021. C'est ça, t'aimes bien avoir un pied dans 2 villes en même temps, toi ? Ouais, j'aime bien. Alors, tu n'as jamais regretté cette installation, mais tu m'as dit, il y a quand même parfois des petites choses un peu difficiles. Alors, en effet, on est cousins, on a la même âme latine, mais il y a quand même des différences. Tout à fait, mais c'est évident. Et puis, c'est ce qui en fait aussi la beauté. Donc, on aime beaucoup de choses en commun, mais la langue est différente, l'approche est différente, la culture est différente. Ils ont une culture beaucoup plus littéraire, par exemple, que nous, qui sommes très cartésiens. Donc parfois ça crée des différences au niveau du travail. Mon mari aime beaucoup travailler avec les Italiens, mais certains Français ont du mal parce que justement cette originalité et ce côté un peu littéraire fait que parfois c'est un peu compliqué. Par contre, ils s'adaptent très très vite. Et ça, c'est un peu différent aussi. Donc, pour moi, c'est un plaisir, mais pour certains, ça l'est peut-être un peu moins. Et quant aux enfants, ça s'est passé comment pour eux ?
Alors mes enfants, ils ont adoré l'Italie, donc il n'y a pas de souci. Mon fils aîné travaille en France depuis très longtemps, mais dans un cabinet d'architecture italien, donc il parle italien au quotidien, alors qu'il n'a vécu que 2 ans avec nous à Milan. Et puis les 2 autres, c'est pareil, ils aiment l'italien, ils sont totalement bilingues, donc dès qu'on se fait des réunions de famille, c'est systématiquement chez nous en Italie et pas chez eux, soit en France, soit aujourd'hui aux Pays-Bas pour ma fille. Mais vous parlez en français. Nous parlons en français, c'est ce qui est bien un peu bizarre pour nos amis italiens, parce que c'est vrai que entre nous parlons français, mais dès qu'on s'adresse à nous, on parle en italien. Donc voilà, mais oui, on est franco-français, donc on parle entre nous, on parle français. Si vous écoutez Français dans le monde, que vous vous apprêtez à vivre une expatriation en Italie, faites attention, en effet, c'est à côté, c'est en Europe, mais il y a quand même des points de vigilance. Toi-même, tu as rejoint Milan Accueil, puis Rome Accueil. Tu es bénévole en 2014, tu entres dans le système... Non, tu es membre en 2014, bénévole en 2019, j'ai du mal avec les dates aujourd'hui, et tu deviens présidente en 2023. Il y a 250 familles sur place. Clairement, si on doit s'y installer en Italie, on contacte Rome Accueil depuis la France, parce qu'il y a des petits points de vigilance sur l'administratif, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, effectivement, et plutôt en amont, parce que ça permet justement d'anticiper certaines choses. Il y a des démarches administratives qui peuvent être faites avant d'arriver en Italie, et après, il y en a à faire sur place. Mais c'est vrai qu'il faut les faire, parce que aujourd'hui, tous les pays, notamment les pays européens, communiquent énormément, donc il faut faire attention. Ces derniers temps, on a une vigilance particulière sur la fiscalité, et donc sur le fait de déclarer ses impôts au bon endroit. Si on vit plus de 6 mois dans un pays, on doit déclarer ses impôts dans ce pays. Donc si vous vivez plus de 6 mois en Italie, c'est en Italie qu'il faut payer les impôts. Étrangement, on n'est souvent pas d'accord entre pays européens, mais nos administrations fiscales se mettent vite d'accord, hein. Toujours, bizarrement. Et c'est quoi les grandes démarches que tu m'as dit des noms qui sonnaient italiens, donc ça faisait très sympa. La première, c'est le codice fiscale. Donc, c'est un numéro qui ressemble à notre numéro de sécurité sociale, parce qu'il est construit exactement de la même manière. Et on en a besoin pour tout. Pour tout, même pour aller chez le médecin, on va nous le demander. Alors oui, c'est vrai qu'en France, c'est exactement la même chose. Mais voilà, pour avoir une facture sur n'importe quoi, ils nous demanderont le codice fiscal. Et donc c'est vraiment la première démarche. Après, c'est la résidence, donc le lieu où tu vis. Tu dois te déclarer à la mairie, et ça c'est important. Et après, le troisième, c'est de faire la tessera sanitaria, donc qui est l'équivalent de notre carte de sécurité sociale. Voilà. On a beaucoup d'étudiants qui partent faire leurs études en Italie. Attention, clairement, depuis quelques années, notamment avec cette mode Airbnb, il y a un petit souci sur le logement. Et d'ailleurs, plus que ça, tu m'as dit, il y a même un système d'arnaque très organisé, donc be careful. Oui, exactement. C'est vrai que on a beaucoup de demandes d'étudiants parce que ils ont du mal à trouver des logements, parce qu'effectivement tous les petits logements meublés avec le tourisme qui afflue vraiment énormément, notamment en Italie, tous ces petits logements sont transformés en Airbnb, et donc les étudiants ne peuvent plus se loger. Donc attention, parce qu'effectivement ces derniers temps ils ont mis en place une arnaque toute bête. Ils vendent, entre guillemets, un logement, ils demandent 1 mois de caution, ce qui peut paraître normal, même 2 mois, et puis derrière, le logement n'existe carrément pas. Autre arnaque, une agence qui te propose une liste de logements, il faut d'abord que tu payes pour avoir cette liste. Évidemment, c'est une arnaque, il n'y a pas de liste derrière. Et on a sans doute pas mal d'auditeurs qui vont aller faire un petit week-end à Rome. Je salue Étienne Dao au passage. Vaut mieux réserver tout. Il y a beaucoup de touristes. Clairement, Rome est une capitale où il y a énormément de touristes. On peut quasiment avec Internet tout réserver d'avance. Si on veut être sûr d'aller se promener dans le Colisée, il faut réserver depuis la France. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur le site Cop Culture. C'est le site officiel en fait pour réserver. Il y a plein de systèmes différents, mais moi je vous conseille d'aller voir sur notre site, parce qu'en fait on a des cartes un peu partout pour tous les musées, et sur le site de Rome Accueil vous allez trouver toutes les explications et tous les liens
officielle pour pouvoir acheter vos billets à l'avance. Voilà, c'est vrai que le Colisée et les musées du Vatican, réservez vos billets, vous pouvez très bien le faire de la France. Oui, vous paierez un petit peu plus cher parce qu'il y a 2 € de frais de réservation, mais vous serez sûr de pouvoir entrer dans le monument. Et ça, je pense que c'est plus important que les 2 petits euros que ça vous coûtera. Et en parlant du Vatican, 2025 sera une année importante, c'est le jubilé qui a lieu tous les 25 ans, pèlerin de l'espérance sur le chemin de la paix. Là, vous êtes certain de vivre pendant quelques semaines dans une ville blindée sur blindée, ça va être très chargé. Exactement. Alors, en ce moment, nous vivons les travaux, parce que évidemment qu'il se prépare à ce jubilé, donc il y a des travaux partout dans Rome. Et après, l'année jubilaire sera une année très chargée, parce qu'en plus du tourisme ordinaire, nous aurons effectivement les pèlerins. Après, c'est vraiment un moment assez magique pour l'avoir vécu en 2015-2016 pour un jubilé extraordinaire, exceptionnel. C'est vraiment un moment particulier. Que l'on soit croyant ou pas, l'ouverture des fameuses portes saintes, c'est un grand moment. Et passer une porte sainte, 5 portes saintes même, ça reste quelque chose de poignant. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas une question de religion, alors quand on est catholique, il y a une autre dimension, mais quand même, passer une porte qui n'est ouverte que tous les 25 ans, je pense que c'est pas mal. Toi, tu étais passionné d'histoire, d'architecture. On a parlé gastronomie hors antenne aussi, en se disant que c'était l'un des seuls endroits où les Français qui s'expatrient ne se plaignent pas de la qualité de la gastronomie. T'en profites encore aujourd'hui, alors que t'es romaine, de visiter, de découvrir des lieux magiques? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on n'a jamais fini de découvrir. Donc la gastronomie, c'est la nourriture, mais c'est aussi le vin. Donc chaque région a un cépage différent en Italie, donc c'est une découverte permanente. Et la nourriture aussi, parce qu'en fait chaque région a aussi ses spécialités. Et puis quand on va sur un marché où on ne vend que du kilomètre zéro, eh bien on découvre des produits que l'on n'a pas l'habitude, que l'on ne connaît pas. Et voilà. Et chaque restaurant va aussi offrir une autre facette. Donc c'est une découverte permanente aussi culinaire. Ça m'a ouvert l'appétit, t'as pas idée. Mariana était avec nous pour Rome Accueil. Le principal élément à retenir, c'est que si vous allez vivre là-bas, vous contactez les équipes de Rome Accueil. On salue d'ailleurs au passage tous les bénévoles, je pense que ça leur fera plaisir, qui t'aident et qui font vivre la communauté francophone dans cette capitale. Exactement, sans bénévoles, pas de Rome Accueil, donc sans bénévoles, il n'y a pas d'association, et donc effectivement il faut les remercier parce que c'est grâce à eux que l'on peut faire tout ce que l'on fait et tout ce que l'on propose. Eh bien tu leur fais une tournée de pizza de notre part. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce moment, à bientôt. Au revoir Gauthier, merci. Français dans le monde. Vous écoutez Vivre à Rome avec notre guide fil rouge Barbara qui vit sur place depuis pas mal d'années maintenant, 7 ans, et puis qui de toute façon est italienne et qui en plus a fondé le site web Week-end à Rome dont on parlait tout à l'heure, une agence pour découvrir Rome autrement. Ça tombe bien, c'est ce qu'on essaie de faire dans chacun des épisodes de Vivre à, découvrir la ville autrement. Alors là, maintenant, on va plus s'intéresser à l'aspect culturel. Et ma première question pour toi, Barbara, par rapport à ça, ça ressemble à quoi de vivre à Rome? Comment sont les habitants, par exemple? Alors, les habitants sont bruyants, très sympathiques. Au quotidien, on vit beaucoup de communication avec les autres. Je venais de Paris et j'étais habituée à beaucoup de retenues. J'habitais dans le centre, mais j'achetais le pain toujours à la même boulangerie, mais à peine ils me reconnaissaient. Quand on arrive à Rome, on est tout de suite dans un autre bain. Donc les gens te parlent, te font des cadeaux dans les boutiques, te sollicitent, etc. Après, quand on se fait des amis, tout le monde est assez cordial et les gens sont très curieux, sont très contents qu'on vienne vivre dans leur ville. Mais on découvre aussi des différences. Moi, j'étais partie assez jeune de cette ville, et dans chaque ville en Italie, c'est différent. Donc là, je parle que de Rome, mais l'Italie a des particularités vraiment aussi dans la vie sociale. À Rome, les amis, on les voit beaucoup à l'extérieur, c'est-à-dire nous, on a toujours beaucoup invités chez nous, souvent les Romains, mais ils nous invitaient très peu chez eux, et on comprenait pas pourquoi. À la fin, on a compris.
c'est que tout simplement, les gens se voient au restaurant, etc. Ils sont très contents quand tu les invites. Et du coup, les dîners, en revanche, sont vraiment une vraie tradition parisienne, les dîners en ville. On les fait plus avec les amis étrangers. Donc, on a beaucoup d'amis étrangers ou les amis français. Et les Italiens, bon, on les invite, mais on s'attend pas d'être invités. Et après, il y a beaucoup d'activités à faire en plein air. Par exemple, j'ai commencé à faire de l'aviron ici, sur le Tibre. Et c'est une activité qui maintenant je suis accro, je peux plus arrêter. Et c'est très sympa, donc ça n'arrête pas de faire des grillades avant, après les compétitions, quand la saison change, quand il y a un anniversaire. Donc les gens sont on se voit beaucoup au café, on va boire un café, on se retrouve pour faire une promenade, on s'appelle à la dernière minute, c'est un peu comme ça. Alors une petite question sous forme de parenthèse quelque part. Est-ce que les provinciaux en Italie parlent de la même façon de leur capitale que les provinciaux en France? Bon, je fais des raccourcis, mais qui disent souvent que à Paris c'est un peu agressif, c'est un peu le bordel, etc. Il y a toujours plein de monde, le service est pas terrible. Est-ce qu'il y a ce sentiment aussi des provinciaux italiens par rapport à Rome ou pas du tout? Non, parce que l'Italie a une histoire différente. L'Italie est un État uni depuis un peu plus de 170 ans, donc depuis peu. Et il y a beaucoup de villes importantes. Par exemple, Rome, elle est importante parce que c'est le siège du Vatican, du gouvernement, de beaucoup de entreprises internationales. Mais par exemple, le cœur économique à Milan et Turin. Oui. Donc à Milan, nous avons tous les journaux, etc. Après, nous avons d'autres villes très importantes. Florence est petite, mais très importante. Naples est plus grande, et très importante. Palerme, en Sicile, est très importante. Après, on a toute l'Italie. Il y a Venise pour le tourisme. Toute l'Italie est, un tissu de réalités différentes. Et avant l'unité de l'Italie, on parlait aussi des langues différentes. Donc, c'est pour ça que les Italiens parlent avec les mains. On ne se comprenait pas entre nous. Soit on parlait en latin, soit on parlait des dialectes plus ou moins bien compréhensibles par les autres. Donc, il n'y a pas l'effet Paris et la province. Ouais. Donc, Rome et la province, oui, il y a ceux qui habitent à la campagne. Ils trouvent que Rome, c'est une ville chaotique. Les Milanais qui disent qu'à Rome, on ne travaille pas. Les Romains qui disent que les Milanais, ils sont chiants et ils sont ennuyeux et qui n'arrêtent pas de courir. Et que les Génois sont pingres, par exemple. Mais on n'a pas cet effet grande ville et le reste. Ouais. Parce qu'il y a une décentralisation plus poussée qu'en France. Oui, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Alors si on se met dans la peau maintenant, pour continuer un petit peu dans le sujet de comment sont les habitants, comment mieux s'intégrer, etc. Si on se met dans la peau d'un Français expatrié qui a décidé d'aller à Rome, est-ce qu'il y aurait une façon, c'est une question que je pose toujours, de s'intégrer plus, alors facilement je sais pas, mais plus rapidement, de mieux comprendre les comportements, avec quelques conseils que tu pourrais nous donner, par exemple, dans un cadre professionnel notamment? Dans un cadre professionnel, c'est sans doute s'adresser aux associations locales du pays de provenance. Donc, moi, en venant de la France, la première chose, je me suis adressée à Pontevia, qui est l'association professionnelle, donc le réseau professionnel à Rome. Okay. Et par ce biais, j'ai rencontré des personnes et avec lesquelles aujourd'hui je travaille, par exemple. Et la première chose que tout le monde, tous les émigrés, parce que quelque part, je revenais dans mon pays, mais j'étais un peu un émigré de la France, parce que j'avais vécu quasiment que en France, donc je savais plus travailler. Et dans le sens où je savais plus travailler, je ne connaissais par exemple, non. On travaille un peu en France quand même, hein? Oui. Non, mais je ne connaissais pas les spécifications techniques comme comment ça s'appelle un cabis en italien, comment ça fonctionne la comptabilité,
Moi, par exemple, j'ai créé une entreprise, j'ai fondé une société. Comment on fait? Donc, je suis tout simplement allée voir des gens à Pontevia, je suis allée voir un expert comptable, j'ai connu par un autre réseau, et j'aurais dit, bon, moi je connais ce pays, mais je le connais pas quelque part, pour ne pas y avoir beaucoup travaillé. Donc, comment on fait? Et finalement, quand on est honnête, on trouve toujours des gens qui sont prêts à vous aider. Il faut demander de l'aide, voilà, et essayer de demander aux bonnes personnes. Et c'est ça. Et ça a été un parcours compliqué pour toi de créer ta société en Italie? Ça a été compliqué parce que on l'a créé juste avant le Covid. Ah oui. Ouch. Une semaine avant, on avait. Donc, sinon, ça n'aurait pas été compliqué. En fait, quand le Covid est terminé, on a commencé un petit peu à travailler. Et puis, de plus en plus, et puis on s'est lancé. On a commencé à travailler pour des grandes entreprises comme Hermès, Lacoste, Engie, etc. Et on s'est lancé assez vite, mais on n'aurait pas eu le Covid, probablement ça aurait été tout beaucoup plus simple. Hein. Mais disons, on s'est installé dans un secteur qui est en croissance en Italie, le secteur du tourisme, hein, partout, hein, dans toutes les villes. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Donc oui, c'est difficile parce que monter une entreprise est toujours difficile. On crée quelque chose, mais c'est passionnant, c'est extrêmement passionnant. On a l'image de l'Italie comme pour la France d'ailleurs, hein, d'un pays assez administratif, assez lourd administrativement. C'est toujours le cas, même pour monter une start-up? Ah oui, c'est toujours le cas, bien sûr. Mais je pense que c'est pas, c'est pas des choses qui doivent freiner quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Parce que, encore une fois, on demande à ceux dont c'est le métier de te conseiller. Ça a un petit coût, mais ça achète aussi la sérénité. En Italie, il y a beaucoup de solutions pour contourner, pour se faire aider. Par exemple, quand on demande la résidence, ça paraît assez compliqué. Puis on découvre qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Il faut, par exemple, en Italie, pour avoir accès à l'administration publique, etc., on a besoin d'un numéro qui s'appelle le SPID. Et c'est un truc que si on essaie de le faire tout seul, c'est très compliqué. Il y a des kiosques dans la ville où ils vendent des journaux, mais ils font aussi, ils délivrent des papiers, ils t'aident à avoir ce numéro. Il faut pas venir avec l'idée de la France où tout est bien expliqué au départ. Ici, tout est mal expliqué au départ, mais il y a 10 000 solutions. Beaucoup de figures professionnelles, de gens qui, pour pas grand-chose, peuvent t'aider à faire plus rapidement, etc. Donc, c'est comme ça. Mais après, une fois qu'on a lancé les paperasses, etc., on n'y pense plus et on travaille, je veux dire... Il y a toujours moyen, de toute façon. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Et puis, on est pugnace. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Barbara, pour cette balade à Rome de l'intérieur. Je pense que c'est le meilleur moyen de vraiment découvrir cette ville à tout point de vue. Une ville qu'on croit d'ailleurs souvent connaître, hein, nous Français, mais là on a vraiment les bonnes infos désormais pour l'aborder de la vraie façon, je pense. Belle continuation là-bas à Rome pour toi et toute la famille. Et puis à bientôt pour en reparler. À bientôt, avec plaisir. Merci. C'est confirmé, c'est une belle destination Rome et je pense clairement qu'elle devrait être au minimum dans le top 5 de votre bucket list des villes où vous envisagez de vous expatrier. À vous de décider maintenant que vous avez un petit peu plus d'infos et la majeure partie des clés pour y aller. Merci de votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes disponibles sur notre site web françaisdanslemonde.fr et à les partager bien sûr entre vous. À bientôt pour une nouvelle destination et bon voyage d'ici là. Vous vivez dans une ville que vous aimez? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr.